Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver et aujourd'hui nous allons commencer par une leçon de lecture-compréhension. Nous allons voir le 3e épisode du Château des Enfants Gris et pour cela je vous invite à ouvrir le fichier page 146 pour qu'on puisse faire les 2 premières questions. Alors, les 2 premières questions concernent le début de l'histoire, donc les 2 premiers épisodes qu'on a déjà vus sur le livre Le Château des Enfants Gris. Dans le premier exercice, vous devez donc vous souvenir de ce qu'on a déjà lu dans l'histoire et entourer les mots que vous pourriez utiliser pour raconter cette histoire. Donc il y a plein de mots, il y en a plein que vous allez pouvoir entourer pour raconter cette histoire. Et ensuite, vous devez écrire une phrase qui raconte un passage de l'histoire. Vous pouvez vous aider donc des mots justement que vous avez entourés dans la question 1. Donc ça ne doit pas être un résumé forcément de tout ce qui s'est passé depuis le début de l'histoire, mais ça racontait juste un passage que vous avez aimé depuis le début de l'histoire par exemple. Donc je vous laisse faire ces 2 questions, puis ensuite on se retrouve pour la suite. Alors, dans l'exercice 1, il y avait donc plusieurs mots qu'on pouvait utiliser, qu'on pouvait entourer pour après raconter l'histoire. Donc, bien sûr, on pouvait entourer Mick et Morphée, qui sont 2 des personnages principaux de cette histoire. On pouvait également entourer Monsieur Gluck, donc Monsieur Gluck qui est l'instituteur et le professeur et qui est en même temps le père de Orphée. Vous avez le cygne qu'on pouvait entourer aussi, parce que le cygne, il a disparu. On appelle l'étang du cygne. Bien sûr, on pouvait entourer Taille et Globodo, parce que ce sont 2 autres personnages de cette histoire. L'instituteur également, puisque c'est Monsieur Gluck, si vous racontiez un passage qui se déroulait à l'école. Les parents, alors, on n'en parle pas vraiment, on parle surtout de Monsieur Gluck. Donc, bon, c'était pas obligé de l'entourer. Un ami, alors, bon, c'est vrai que Orphée et Globodo, non, et Taille, pardon, semblent être amis. Donc, on pouvait éventuellement l'entourer. Un canard, non, on ne parle pas de canard dans cette histoire. L'étang, bien sûr, on pouvait l'entourer, puisque c'est près de l'étang qu'il y a le château. La forêt, on n'en parle pas vraiment. Alors, au tout début, on dit qu'il passe vers une forêt, mais bon. Voilà, dans la forêt des Landais, on pouvait éventuellement l'entourer. Un château, oui, puisque c'est le château qui est apparu. Une cabane, on ne parle pas de cabane, c'est un château, donc il ne fallait pas l'entourer. La classe, oui, il y a une partie de l'histoire qui se déroule dans la classe. Le village, on n'en parle pas, donc il ne fallait pas entourer. La voiture, on n'en parle pas, donc pareil, à ne pas entourer. Les vélos, oui, puisque c'est comme ça que vont Mick et Orphée à l'étang. Le garage, on n'en parle pas, donc à ne pas entourer. Une mélodie bizarre et aiguë, oui, puisque c'est le son qu'entendent Mick et Orphée la première fois quand ils sont devant le château. Un visage lisse, ovale, de couleur grise, oui, puisque c'est comme ça que l'on décrit le visage de Taille et Globodo. Et enfin, un serpent, on pouvait éventuellement l'entourer, puisque Mick dit que la peau de Taille et Globodo sont gluantes et gluantes comme celle d'un serpent. Donc voilà, vous pouvez entourer quasiment tous les mots et ensuite sur la phrase, je vous laisse avoir fait la phrase sur le passage qui vous intéresse. Maintenant, vous allez lire donc le nouvel extrait, donc, qui est ici. Là, vous avez en haut, vous voyez, on a toujours des phrases qui sont italiques. En fait, c'est pour résumer un passage du livre, parce qu'il n'est pas reproduit en entier, le livre. Donc là, on fait un petit résumé de ce qu'on n'a pas reproduit dans le fichier. Et ensuite, vous pouvez tout lire. Et ensuite, on se retrouve pour que je vous explique quelques mots de vocabulaire et les questions. Donc, dans ce texte, il y a peut-être des mots
qui vous ont paru étranges ou que vous ne connaissiez pas forcément. Donc déjà, la première ligne, on a l'adjectif mécontent. Donc mécontent, c'est le contraire de content, d'accord? On a un préfixe qui est mis devant l'adjectif content, l'adjectif mais, M-E accent aigu, qui veut dire le contraire de. Ensuite, à la ligne 4, vous avez l'expression être mis au banc de la classe. Donc être mis au banc, c'est quand on est exclu, en fait. Quand là, ça veut dire que personne ne veut s'approcher d'eux ou ne veut jouer avec eux. Et à la ligne 7, donc vous voyez que M. Gluck explique à Orphée que être mis au banc, c'est une expression comme être mis au piquet. Mettre au piquet, donc c'était avant dans les classes il y a longtemps, eh bien quand un élève n'était pas sage, on pouvait le mettre au piquet, c'est-à-dire qu'il allait se mettre dans un coin de la pièce et en général il ne regardait pas la classe, il était tourné et on appelait ça le piquet. Et donc du coup, mettre au piquet, c'est exclure dans un coin de la classe. À la ligne 10, vous avez Orphée redoute. Donc redouter, c'est un synonyme de redouter, c'est avoir peur. Donc elle a peur que Mick fasse une méchanceté. À la ligne 12, vous avez il se relève stupéfait. Donc stupéfait, c'est très étonné. Quand on est stupéfait par quelque chose, c'est qu'on est très étonné par quelque chose. À la ligne 14, vous avez sceptique, Orphée descend de son VTT. Donc quand on est quelqu'un qui est sceptique, c'est quelqu'un qui doute, qui n'est pas sûr de l'information. Voilà, on est sceptique, on n'est pas sûr de ce qui vient d'être dit. À la ligne 15, vous avez ils avancent en tâtonnant. Donc quand on avance en tâtonnant, c'est qu'on n'est pas sûr, on n'avance pas tout droit, ou on n'est pas sûr de son chemin. Donc on tâtonne, on fait des petits pas, on fait attention là où on met les pieds, on fait attention là où on va devant. Par exemple, si vous êtes dans une maison ou dans un appartement que vous ne connaissez pas et qu'il fait nuit et qu'il n'y a pas la lumière, eh bien vous allez tâtonner parce que vous ne savez pas forcément où sont les meubles, par où il faut passer pour aller d'une pièce à une autre, par exemple. À la ligne 19, vous avez le rivage. Et bien, le rivage, c'est un synonyme de la berge, donc c'est le bord du lac, comme on avait vu la berge précédemment. À la ligne 20, vous avez l'embarcation. Donc une embarcation, c'est un synonyme, c'est un bateau. Là, c'est une barque, mais ça peut être n'importe quel bateau qu'on met sur l'eau. Et à cette même ligne, à la ligne 20, vous avez chavirer. Et puis s'enfonce en chavirant. Donc un bateau qui chavire, en fait, c'est un bateau qui va, alors pas forcément se retourner, mais qui va du moins se tourner suffisamment pour que, en fait, il ne soit plus possible de rester dessus. Et c'est là où on va tomber à l'eau. Si vous avez fait par exemple déjà du canoë ou du kayak, et bien peut-être que vous avez chaviré avec votre canoë, votre kayak. Ensuite, voilà pour le vocabulaire qui était peut-être un petit peu compliqué. Donc à l'exercice 3, vous avez l'habitude, hein, vous avez des mots ou des expressions qui sont ici, et donc là en haut, vous avez une liste de mots ou expressions qui sont synonymes de cela. Donc ceux-là, ils sont plus faciles en compréhension que ceux que vous avez ici qui sont dans le texte. Donc il faut associer chaque expression avec le bon synonyme. À l'exercice 4, vous avez également l'habitude, vous avez une phrase donc, qui est en orange et vous avez deux phrases et il faut trouver la phrase synonyme, donc la phrase qui a le même sens que celle qui est en orange. L'exercice 5, donc vous avez plusieurs mots au groupe de mots, donc qui sont marqués ici sur ces deux lignes et on vous demande de les classer dans le tableau. Donc dans le tableau, vous avez deux colonnes, il y en a une c'est indication de temps et l'autre c'est indication de lieu. Donc en fait, une indication de temps va vous permettre dans une phrase de savoir quand est-ce que ça se passe. D'accord? Donc ça peut être par exemple aujourd'hui, hier, demain, la semaine dernière, le matin, le soir. Voilà, ça ce sont des indications de temps. Donc ça répond à la question quand. Et les indications de lieu, ça va vous donner des informations sur où est-ce que ça se passe.
Donc ça peut être dans la classe, dehors, à l'intérieur, à la maison, en France, à Marseille. Ça va répondre à la question où. Donc il faut que vous mettiez chaque mot ou groupe de mots dans l'une des deux colonnes. Ensuite, la question 6, c'est toujours pour voir l'aspect fantastique de ce récit. Vous devez cocher ce qui vous semble étrange dans l'histoire, d'accord, puisque c'est une histoire qui est dans le registre fantastique, où il y a des choses qui sont étranges, qui n'existent pas dans la réalité, et donc il y a forcément des éléments qui vont vous paraître étranges. Dans l'exercice 7, enfin, donc vous avez 4 étapes, et il faut les remettre dans l'ordre. Donc, ce sont 4 étapes de ce qui se passe dans le texte et plus particulièrement dans un passage du texte. Donc, vous devez numéroter de 1 à 4 ce qui s'est passé en premier, en deuxième, en troisième, puis en quatrième. Donc voilà, je vous laisse faire les différents exercices, puis on se retrouve pour la correction. Donc, on se retrouve pour la correction de cette page. Alors, dans le premier exercice, donc, le synonyme de être sceptique, c'est douter. Une enceinte, le synonyme, c'est un mur. L'enceinte d'un château, c'est le mur qui entoure le château. Là, c'est une enceinte invisible en plus. Ensuite, le synonyme de chavirer, c'est se retourner. Le synonyme de l'embarcation, c'est la barque. Et enfin, pour stupéfait, il fallait mettre très étonné. Dans l'exercice 4, donc la phrase qu'il fallait cocher, c'est la deuxième. Effectivement, dans la première, on vous parle de banc, B-A-N-C, donc le banc sur lequel on s'assoit. Et vous voyez que là, c'est banc, B-A-N, donc ça n'a rien à voir. Hein. D'ailleurs, dans le texte, Monsieur Gluck lui explique que ça n'a rien à voir avec les chaises et les tables. Dans l'exercice 5, donc les mots ou groupes de mots qui étaient des indications de temps, donc qui répondaient à la question quand, vous aviez chaque soir, un mercredi matin et au même instant. Et les indications de lieu, donc qui répondent à la question où, vous aviez à travers la forêt, au milieu de l'étang, sur le rivage, jusqu'au château et sur la berge. Alors vous verrez que souvent ces indications de temps ou ces indications de lieu, ce sont les compléments qui peuvent être déplaçables ou supprimables. Vous apprendrez plus tard que leurs noms, ce sont les compléments circonstanciels. Donc bien souvent, les indications de temps ou de lieu, on peut les supprimer dans la phrase, elles donnent juste une information supplémentaire, une indication supplémentaire. Dans la question 6, donc ce qui vous semblait étrange dans cette histoire. Alors déjà, le fait qu'il y ait une enceinte invisible. Hein, on n'a jamais vu quelque chose d'invisible, en tout cas pas un mur qui va être invisible, ça c'est quelque chose d'étrange. Le deuxième, le fait que Mick veut savoir d'où viennent Tai et Globodo, ce n'est pas vraiment étrange. C'est vrai qu'on peut penser qu'il y a des nouvelles personnes qui en plus semblent bizarres, on veut savoir d'où elles viennent. Donc c'est pour ça que je n'ai pas coché. Le fait que la barque chavire, repart seule en sens inverse, ramasse Mick et revient sur la berge, ça on peut considérer que c'est étrange. À la limite, une barque peut chavirer, mais par contre repartir seule en sens inverse et ramasser un enfant, ça c'est étrange. Et enfin, à la fin du texte, donc on vous disait que Tai n'arrivait pas à travailler quand Globodo n'était pas là, et ça effectivement on peut penser que c'est étrange. Hein, c'est vrai qu'on peut être moins concentré si l'un de nos amis n'est pas là, mais de là à ne pas pouvoir du tout travailler, eh bien c'est quand même très étrange. Enfin, dans l'exercice 7, donc il fallait remettre dans l'ordre les étapes de l'histoire. Donc en premier, il fallait mettre donc, la première phrase. Mick prend une barque et rame jusqu'au milieu de l'étang. En deuxième, c'était la dernière proposition. Au milieu de l'étang, la barque chavire. Mick se débat pour ne pas se noyer. En troisième, il fallait mettre la troisième proposition. D'un seul coup, la barque repart en sens inverse. Elle ramasse Mick et revient sur la berge. Et enfin, en dernier, la deuxième proposition. Donc Mick est en colère, il veut se venger. C'était en fait remettre en ordre ce qu'il y avait entre
la ligne 18 et la ligne 27. Donc ce passage-là de l'histoire. Donc du coup, là, c'est fini pour la lecture-compréhension aujourd'hui. Alors, on va voir si Nick, donc il s'est déjà vengé, hein, il a enfermé Globodo, mais peut-être qu'on va comprendre pourquoi Tai n'arrive pas à travailler quand Globodo n'est pas là. Qu'est-ce qui lie Tai et Globodo? On ne sait toujours pas d'où ils viennent. Alors, est-ce qu'on va savoir d'où ils viennent, qui ils sont? Est-ce que l'amitié entre Tai et Orphée va continuer? On verra ça jeudi, quand on continuera l'histoire donc des enfants du château des enfants gris. Je vous souhaite une très bonne journée.